Aujourd'hui, on parle de l'histoire du Wing Chun, de la légende, du mythe fondateur de cet art qui nous plonge tout droit dans un véritable film de kung-fu tel que l'on pouvait le voir dans les années 70. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Donc aujourd'hui, je vous propose un épisode, un extra, un épisode solo, pas tout à fait comme les autres, parce qu'en fait, il y a une intelligence artificielle qui va m'aider à faire cet épisode. Et oui, on innove un peu dans le Kung Fu Coffee Break podcast. Donc on va parler de l'histoire, ou plutôt de la légende du Wing Chun, à vrai dire, à partir du récit que Yip Man a écrit dans les années 60. Et en fait, j'ai demandé à une IA de me raconter cette légende sous forme de dialogue entre deux personnes pour que cela soit un peu moins monotone qu'un long discours de ma part tout seul. Donc on se retrouve dans 10 minutes après cet échange qui est plutôt bien fait d'ailleurs entre deux IA. Donc il y a deux personnes qui vont nous raconter l'histoire, la légende du Wing Chun. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans un document assez exceptionnel. On a sous les yeux un manuscrit rédigé vers 1965 par le grand maître Yip Man lui-même. Et il y raconte les origines du Wing Chun. Et ce qui est vraiment fascinant avec cette source, c'est sa nature. Comme tu disais, ce n'est pas un livre officiel, c'est un brouillon, une ébauche pour un projet d'association qui, en fait, n'a jamais vu le jour comme ça. On l'a retrouvé dans ses affaires personnelles après sa mort, c'est ça, Yann? Exactement, ce qui lui donne un côté très intime, très brut, presque une confidence. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. L'idée, c'est de décortiquer cette histoire telle qu'il a voulu la raconter. C'est ça. On va essayer de comprendre non seulement la lignée, les personnages, mais aussi et surtout l'esprit qu'il voulait transmettre. C'est une plongée dans le mythe fondateur de l'art, quoi. Parfait. Alors, allons-y. Par qui est-ce qu'il commence, cette grande saga? Qui est à la source de tout? Alors, il commence par une femme, ce qui est déjà en soi assez remarquable pour l'époque. Ah oui? Oui, elle s'appelle Yim Wing Chun. Il la décrit comme une jeune femme du Guangdong, intelligente, athlétique, mais son histoire bascule très vite. Qu'est-ce qui se passe? Son père, Yemi, est faussement accusé d'un crime. Du coup, pour éviter la prison, il doit fuir. Il s'installe au pied du mont Tailung, et là, ils ouvrent une petite écope de tofu pour survivre. D'accord, une histoire de fuite et d'exil pour commencer. Mais Yip Man la situe dans le temps, il me semble. Ce n'est pas juste une légende qui flotte. C'est un point absolument crucial. Il ancre le récit très, très précisément sur le règne de l'empereur Kangxi, donc au début de la dynastie Qing. Et ça, c'est pas un détail anodin, hein. Attention, le décor est planté, quoi. Une histoire de résistance, en fait. Voilà. Et c'est là qu'arrive l'événement qui va tout déclencher. Le fameux monastère de Shaolin. Exactement. Yip Man raconte que le gouvernement mandchou y voit pas d'un très bon œil l'influence de ce temple. C'était un bastion des arts martiaux. Ils avaient peur, en gros. Complètement. Une première attaque militaire échoue, et la chute du temple, d'après le manuscrit, elle viendra de l'intérieur. Une trahison? C'est ça. Un moine, Manini, qui conspire avec les officiels et qui aide les soldats à encercler et à incendier le monastère. Un désastre. Et les survivants doivent se disperser. Ce thème du temple détruit, on le retrouve souvent dans les histoires d'arts martiaux du sud de la Chine, non? C'est un mythe fondateur en soi, le point de départ de plein de lignées. Et Yip Man s'inscrit là-dedans. Il précise que 5 grands maîtres s'échappent, dont une nonne bouddhiste, Ngang Moi. Ngang Mui. Et c'est elle qui va croiser la route de notre héroïne. Comme par miracle, Ngang Moi trouve refuge dans le monastère de la Grue Blanche, qui se trouve sur la même montagne où Yim Wing Chun et son père vendent leur tofu. La rencontre était écrite. On sent la tension qui monte. On a notre héroïne en exil, une maître d'arts martiaux en fuite. Il manque juste l'élément perturbateur. Et il arrive, sous la forme d'un tyran local, un voyou qui est séduit par la beauté de Yim Wing Chun et qui veut la forcer à l'épouser. D'accord, la menace est directe. Très directe et physique. Elle et son père sont complètement démunis. Et c'est là que Heng Mui, qui est devenue cliente de leur boutique, apprend leurs problèmes. Et elle décide d'intervenir. Oui, mais pas directement. Et c'est ça qui est génial. Elle propose à Yim Wing Chun de la suivre dans la montagne pour lui apprendre à se battre. C'est fascinant. L'art martial, à son origine, n'est pas créé pour des soldats, mais pour une femme qui fait face à une menace très personnelle, un homme plus fort qu'elle.
C'est l'essence même du mythe fondateur que Yip Man nous raconte là. C'est-à-dire? Le Wing Chun est présenté comme un art né de la nécessité, pour permettre aux plus faibles, aux plus techniques, de triompher du plus fort, du plus brutal. C'est une idée qui va infuser tout le système. L'intelligence contre la force brute. Exactement. Tout est déjà là, dans cette première scène. Et ça marche. Est-ce que son entraînement porte ses fruits? Ah oui, le manuscrit est presque cinématographique. Il dit qu'elle s'entraîne nuit et jour jusqu'à maîtriser les techniques. Et elle retourne défier le voyou? Elle redescend, le provoque en duel et le bat. Elle est enfin libre. Libre d'épouser son fiancé, Long Bok-cho. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Attendez, parce que là on a une belle histoire d'autodéfense, mais vous parliez de résistance politique tout à l'heure. On y arrive. C'est le grand retournement de situation. Avant de repartir, la nonne Enji Mui, elle confie une mission à sa protégée. Une mission qui la dépasse complètement. Ah bon? Elle lui demande pas juste de préserver cet art, elle lui demande de le développer et de le transmettre avec un objectif très précis. Yip Man cite la phrase « renverser le gouvernement mandchou et restaurer la dynastie Ming Waouh, carrément. On change complètement d'échelle là. ». On passe d'une querelle de village à un complot révolutionnaire, oui. Et pourquoi c'était si important pour Ip Man, en 1965, d'insister sur cette origine politique presque, clandestine? C'est une excellente question. En 1965, la dynastie Qing n'existe plus depuis longtemps. Mais en rappelant cette origine Fan Qing Fu Ming, il fait quelque chose de très puissant. Il donne une légitimité à son art. Bien plus que ça. Il donne un héritage à ses élèves. Il leur dit « Vous n'apprenez pas juste à vous battre, vous êtes les dépositaires d'un esprit de résistance ». C'est un outil de cohésion formidable. Ça transforme une école en une fraternité avec une histoire noble. D'accord, je vois. L'art a une fondatrice et une mission. Mais comment est-ce que cette flamme se transmet? Alors là, Yip Man déroule une lignée très claire, comme une preuve d'authenticité. Imuin Shon l'enseigne d'abord à son mari, Leung Bok-chao, Logique. qui lui le transmet à Long Lan Kwai, un herboriste. Et ce dernier l'enseigne à un certain Wang Wabo. Et ce Wang Wabo, il est important, je crois. Il est au cœur de la prochaine évolution de l'art. Le manuscrit précise qu'il était membre de l'Opéra de la Jonque Rouge. L'opéra de la Jonque Rouge, ça sonne comme un film. C'était quoi exactement? Il faut imaginer les troupes d'opéra qui vivaient sur d'immenses jonques, sur les rivières du sud de la Chine. Et ces bateaux, avec leur mobilité, c'était des cachettes parfaites pour les rebelles, les fugitifs, les maîtres d'arts martiaux. Un monde interlope, un milieu martial par excellence. Tout à fait. Un monde clandestin où forcément les techniques et les savoirs devaient se croiser. Et c'est ce qui va se passer. Exactement, c'est là que Yip Man nous raconte un carrefour technique. Parce que sur cette même jonque, il y avait un autre des 5 survivants de Shaolin qui s'était réfugié, Lequel? le moine Jisin. Pour passer inaperçu, il s'était fait engager comme cuisinier. Malin? Et Jisin, c'était le grand spécialiste d'une arme très particulière, le bâton long des 6 points et demi. Et il a enseigné cet art à un autre membre de la troupe, un bâtilier qui s'appelait Lungi Tai. Alors attendez, je récapitule. On a sur le même bateau Wang Wabo, qui maîtrise le combat à main nue du Wing Chun, C'est ça. et Liung Tai, qui maîtrise le bâton long de Shaolin. Et Yip Man décrit une vraie collaboration. Les 2 hommes sont amis, ils travaillent ensemble, ils s'observent, comparent leurs principes. Le texte dit qu'ils s'améliorèrent mutuellement. Une fusion. C'est ça. C'est de cette amitié qu'est née l'intégration du bâton long dans le système Wing Chun. Et ça nous montre un truc fondamental. Que l'art n'est pas figé. Voilà. Ce n'est pas une relique sacrée, c'est un système vivant, pragmatique, capable d'absorber ce qui est efficace. L'art s'est donc enrichi. Et la transmission, elle continue à partir de ce point de fusion. Oui. Liang Yitai, qui maîtrise maintenant l'art complet, quitte la Jonque Rouge et s'installe dans la ville de Fachan. Et là, il enseigne à son tour. Il transmet tout son savoir à un homme du nom de Liang Zhan, un médecin très respecté. Ah, un médecin. Oui, et selon Yip Man, Liang Zhan atteint un niveau de maîtrise suprême. Sa réputation d'invincibilité devient légendaire. Donc là, le statut de l'art change radicalement, non? On n'est plus dans la clandestinité. Totalement. C'est une étape cruciale. L'art sort du monde un peu sulfureux de la Jonque Rouge pour entrer dans le cabinet d'un notable, d'un intellectuel. Il gagne une nouvelle légitimité. Une respectabilité sociale. Ce n'est plus seulement l'art des rebelles, ça devient l'art d'un gentleman. C'est exactement l'idée.
Et de ce médecin respecté, on se rapproche enfin de Yip Man lui-même. On y est presque. Lung Jan, déjà âgé, transmet son art à un seul disciple fermé, un changeur de monnaie, Chan Hua-shun. Et Shang Washun. Voilà, n'est autre que le maître de Yip Man, la boucle est bouclée. D'accord. Et Yip Man prend bien soin de nommer ses frères d'armes, ceux qui ont appris avec lui. Il ne se présente pas comme l'unique héritier, mais, humblement, comme un maillon de cette longue chaîne. C'est une histoire qui est incroyablement bien construite. Il part d'une femme en détresse, il passe par des moines, des artistes itinérants, un médecin, pour arriver jusqu'à lui. Et il conclut son récit avec une morale qui éclaire toute sa démarche. Il cite un proverbe: « Lorsque l'on boit l'eau, il faut être reconnaissant envers sa source. Le but de son manuscrit était clair en fait. » Très clair. En racontant cette histoire pour son projet d'association, il ne fait pas un cours d'histoire. Il tisse un récit commun, puissant, pour unifier ses élèves. Il leur donne une origine, des valeurs et une lignée d'ancêtres à honorer. C'est un acte fondateur. Pour résumer, ce brouillon de Yip Man, c'est bien plus qu'une chronologie. C'est une épopée qui mélange drame personnel, légende de Shaolin, mission politique, et qui établit une lignée claire qui remonte à une femme. Ce qui est assez rare pour être souligné. Absolument. Et si on devait laisser une dernière pensée en suspens, il faut revenir à la nature de ce document. Un brouillon. Écrit dans un but précis, fédéré. Oui, Et ça soulève une question passionnante, je trouve. laquelle? Dans quelle mesure cette narration, qui est si parfaite, si cohérente, représente-t-elle l'unique vérité historique, par opposition à un mythe fondateur nécessaire? Un mythe conçu pour inspirer et unir. Exactement. Et ça nous amène à réfléchir à la façon dont toutes les histoires d'origine sont racontées, qu'elles soient martiales, nationales ou même familiales, et surtout à se demander dans quel but elles sont forgées. Voilà, le cadre est donc posé. Donc, comme je l'avais déjà expliqué dans un précédent podcast, en fait, la création de Kung Fu Coffee Break, le blog, pas le podcast, il y a 6 ans en arrière, en fait, avait pour objectif principal d'exposer mes recherches et mes points de vue sur cette légende, justement. Et les premiers articles que j'avais écrits sur mon blog rentrent en profondeur, en précision sur les différents aspects qui sont racontés dans cette légende, avec notamment l'histoire du monastère du Shaolin du Nord, du Shaolin du Sud également, des sociétés secrètes, la légende des 5 aînés, l'opéra de la Jonque Rouge, etc., etc. Je vous laisse visiter le site internet Kung Fu Coffee Break, très facilement accessible en tapant juste Kung Fu Coffee Break sur Google, pour que vous y ayez accès à tous ces articles-là. Voilà, très brièvement, hein, mon point de vue sur cette histoire. Ça relève davantage d'une légende, hein, et d'un mythe fondateur où l'idée principale, en fait, c'est une construction symbolique destinée à illustrer le fonctionnement idéal du système, on va dire, fondé sur l'intelligence, la technicité et l'adaptabilité face à l'adversaire. Par ailleurs, on observe une volonté de conférer au Wing Chun une certaine légitimité, presque sacrée, en rattachant ses origines aux héros du folklore local du sud de la Chine, en fait, à cette époque, que sont les 5 aînés. Et enfin, la référence à la formule Fan Qing Fu Ming, renverser les Qing, donc les Mandchous, et restaurer les Ming, les Chinois, inscrit le Wing Chun dans une tradition politique qui est bien connue en fait, et qui est présente dans de nombreux mythes fondateurs d'autres styles de Kung Fu du Sud, et également de sociétés secrètes depuis le 19e siècle. Voilà, je vous fais suivre un débat en fait sur ce texte de Ip Man, mené à nouveau par une IA. Hein, donc il y a 2 protagonistes qui font preuve de rhétorique et franchement j'ai trouvé l'échange vraiment très intéressant. Et voilà, donc ce sont 2 IA qui conversent, hein, qui débattent sur l'histoire qu'a exposée Ip Man dans les années 60. Et vous entendrez 2 voix, donc celle d'un homme et celle d'une femme. Et vous l'aurez compris, je me range plutôt du point de vue de l'homme. Hein. Voilà, je vous laisse découvrir cet échange. Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur un texte vraiment fascinant, le manuscrit du grand maître Yip Man, rédigé autour de 1965, où il raconte les origines du Wing Chun. C'est un document un peu particulier, un brouillon qui a été retrouvé après sa mort et qui devait servir de préface à une association qui, au final, n'a jamais été créée.
Et ça nous amène au cœur de notre question. Ce récit de Yip Man, est-ce qu'on doit le lire comme une chronique, une tentative, disons, de relater des faits historiques, ou est-ce qu'on doit plutôt le voir comme un mythe fondateur, une histoire construite pour donner une âme et une légitimité à son art? Pour ma part, je soutiendrai la première option. Ce texte est un document de lignée, un effort sincère de Yip Man pour transmettre l'histoire de son art telle qu'on la lui a racontée. Et de mon côté, je proposerais une lecture assez différente. Je pense que ce texte est avant tout une allégorie, une construction narrative brillante dont le but principal n'est pas de dire la vérité historique, mais de forger une identité, de donner à l'art une origine prestigieuse et une mission presque sacrée. Ce qui me frappe d'abord dans ce texte, c'est sa structure. Yip Man ne fait pas dans le flou. Il nous donne une généalogie, un arbre généalogique très clair. Il part de la fondatrice, Yem Wing Chun, et il déroule tout le fil de la transmission, de maître à élève, jusqu'à lui. Il essaie vraiment d'ancrer son récit dans quelque chose de réel. Il donne des noms, Yem Wing Chun, la nonne Eng Ji, son mari, Liang Bok Cho. Il donne des lieux, le mont Taiyun, le monastère de la Grue Blanche, et il place tout ça dans un contexte historique précis. Le règne de l'empereur Kangxi, juste après la fameuse destruction du monastère de Shaolin. Pour moi, c'est la marque d'un homme qui cherche à être factuel. Il veut qu'on sache d'où vient chaque chose, y compris techniquement. Par exemple, l'arrivée du bâton long dans le système, il l'explique par une rencontre sur l'opéra de la Jonque Rouge entre deux pratiquants. C'est très pragmatique. Son intention, au fond, est résumée dans le proverbe qui cite « Lorsque l'on boit l'eau, il faut être reconnaissant à sa source ». Il veut simplement honorer ses ancêtres en racontant leur histoire. Oui, je comprends parfaitement cette lecture, elle est logique en surface. Mais si on gratte un tout petit peu, on trouve tout autre chose. Pour moi, ce récit est saturé d'archétypes, de symboles qui relèvent plus du conte que de la chronique. Prenez l'histoire centrale. Une jeune femme, belle et fragile, menacée par un tyran local, et sauvée par l'enseignement secret d'une nonne bouddhiste qui lui permet de le vaincre. C'est un schéma narratif universel. C'est l'héroïne qui triomphe par l'intelligence et non pas par la force brute. Et puis, ce lien avec la destruction de Shaolin, c'est un trope classique, on le retrouve partout dans les arts martiaux du sud de la Chine. Se rattacher à Shaolin, et surtout aux fameux 5 aînés survivants comme Heng Mui, c'est s'offrir un pédigré impeccable. C'est se connecter directement à la source mythique. C'est une stratégie de légitimation en fait extrêmement efficace. Et puis il y a la dimension politique. Cette mission de renverser les Qing pour restaurer les Ming. En 1965, c'est un slogan complètement anachronique. Son but n'est pas de décrire une réalité politique passée, mais de créer une cohésion sociale pour le futur. Le fait que ce soit le brouillon d'une préface d'association le confirme. Il ne s'adresse pas à des historiens. Il parle à ses futurs élèves. Il leur donne une histoire à partager. Restons un instant sur les fondatrices, Yim Wing Chun et Nge Mui. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'elles ne sont que des symboles. Yip Man s'efforce vraiment de leur donner une épaisseur humaine. Il ne dit pas juste « il y avait une femme nommée Yim Wing Chun ». Non, il nous dit qu'elle vendait du tofu avec son père, Yim Yi. Il précise que son père a été accusé à tort d'un crime, ce qui les a forcés à fuir. Ce sont des détails de vie, vous voyez, des détails concrets, qui n'ont a priori rien de mythologique. Il essaye de les peindre comme des personnes réelles, pas comme des figures abstraites. Mais c'est justement là que la construction est brillante. Qu'est-ce qui nous dit que ces détails sont des faits et non des choix narratifs délibérés pour rendre le mythe plus puissant, plus crédible? Le fait qu'elle vende du tofu, une denrée humble, ça renforce son statut de femme du peuple, innocente et pure. Le fait que la fondatrice soit une femme et son mentor une nonne, c'est symboliquement d'une force incroyable. Qui mieux qu'une femme et une religieuse pour incarner les principes mêmes du Wing Chun, l'art de la souplesse, de l'intelligence stratégique, de la redirection de l'énergie. C'est la victoire du faible sur le fort. L'histoire de leur vie n'est pas simplement l'origine de l'art, elle est l'art sous forme de parabole. Chaque détail que vous voyez comme une preuve historique, moi je le lis comme une touche de pinceau qui rend le tableau symbolique plus cohérent. Donc, pour vous, tout est une construction symbolique. Il n'y a peut-être même pas eu de Yim Wing Chun. Ça me paraît difficile à accepter. Cette lecture a ses limites. Comment explique-t-elle, par exemple, des évolutions très concrètes, très techniques, comme l'arrivée du bâton long dans le système? Là, on n'est plus dans la parabole ou le symbole. On est dans la technique pure, dans le curriculum de l'école. Le récit est très précis. Wang Waobo, qui vient de la lignée de Yim Wing Chun, travaille sur l'opéra de la Jonque Rouge. Il y rencontre Liang Yitai.
Et ce dernier, il est l'élève d'un autre maître de Shaolin, le moine Gixin, qui lui a enseigné la fameuse technique du bâton des 6 points et demi. Le texte dit qu'ils ont comparé et amélioré leur technique. Ça, c'est une explication logique, terre à terre, de la fusion de deux savoirs. Ça ressemble à de l'histoire des techniques, pas à un mythe. Au contraire, je trouve que ça renforce la lecture mythique. D'abord, l'opéra de la Jonque Rouge. Ce n'est pas juste un lieu de travail, c'était un lieu quasi légendaire. Ces bateaux, qui parcouraient les rivières du Sud, c'étaient des refuges clandestins pour des rebelles, des sociétés secrètes, des maîtres d'arts martiaux en fuite. C'était un creuset culturel, un lieu où les secrets pouvaient s'échanger. Rien que d'invoquer ce lieu, on fait déjà un pas dans la légende. Et puis, l'intégration du bâton. Ce n'est pas anodin. Le bâton, c'est une arme puissante associée au moine Gixin, un autre des 5 aînés de Shaolin. En l'intégrant, le récit atteint un double objectif. D'abord, il renforce une seconde fois le lien prestigieux avec Shaolin. Ensuite, il construit l'image d'un système complet. Le Wing Chun n'est plus seulement l'art subtil de Ngui, il intègre aussi la puissance du moine Gixin. C'est une façon de dire notre art a tout pour lui. Ce n'est pas un simple fait historique. C'est un argument de légitimité, presque un argument de vente pour l'école. Je trouve cette vision un peu cynique. N'est-il pas plus simple et plus probable de penser que deux experts passionnés se sont rencontrés et ont échangé leur savoir, comme ça s'est toujours fait? Pourquoi chercher une intention cachée partout? Transparent n'est pas le mot que j'emploierais. Cohérent, oui, mais cohérent au service d'un but. Et en parlant de but, il y a un élément qui, pour moi, sort définitivement le texte du champ historique, cette obsession pour la politique, ce fameux slogan « Renverser les Qing et restaurer les Ming ». Là encore, je pense qu'il faut le remettre dans le contexte de l'époque. La dynastie Qing, pour les Chinois Han, c'était une dynastie d'envahisseurs manchots. La résistance était une réalité. De nombreuses sociétés secrètes se sont formées autour de cet idéal. Que des arts martiaux étaient développés ou transmis dans ce cadre, ça n'a rien d'invraisemblable, au contraire. Le texte dit que Heng Mi confie cette mission à Yim Wing Chun. Ça donne un sens profond à la transmission, qui devient secrète, dangereuse. Yip Man ne fait que rapporter l'esprit originel de la tradition. Mais c'est là que le raisonnement ne tient plus. Le contexte de l'époque. De quelle époque parle-t-on? De celle de Ngemui, au XVIIe siècle, ou de celle de Ip Man, qui écrit en 1965? La dynastie Qing est tombée en 1912, plus de 50 ans avant qu'il ne prenne sa plume. En 1965, plus personne ne se bat pour restaurer les Ming. Le slogan n'a plus aucune pertinence politique. Alors la question est, pourquoi le mettre au centre du récit de fondation? Peut-être pour préserver l'esprit originel, comme je le disais, pour rappeler que cet art est né d'une volonté de justice. C'est une possibilité, mais j'en vois une autre, bien plus puissante d'un point de vue social. En 1965, Yip Man est à Hong Kong, il a de nombreux élèves, la communauté grandit. En liant son art à cette cause historique noble, il lui donne une aura de loyauté, de fraternité, de sacrifice. Il ne transmet pas juste des techniques, il transmet une mission, même si elle est symbolique. Il crée un esprit de corps. Pour un homme qui, on le sait, s'apprête à fonder une association, c'est un outil de cohésion sociale extraordinaire. Il dit à ses élèves, vous n'êtes pas juste dans un club de kung-fu, vous êtes les héritiers d'une société secrète de patriotes. L'objectif n'est pas politique au sens propre, il est de cimenter le groupe. Ce qui nous amène à la finalité du document. Pour moi, elle reste avant tout morale et mémorielle. La conclusion du texte est très claire. Il insiste sur la gratitude, avec ce fameux proverbe sur la source de l'eau. Il parle de se souvenir des ancêtres et de garder les frères d'armes proches les uns des autres. C'est un texte sur l'héritage, sur la filiation. Il veut que les générations futures n'oublient pas leurs racines. Le projet d'association, qu'il mentionne à la fin, est la conséquence logique de ce devoir de mémoire. Et là, je pense que vous inversez la cause et l'effet. Pour moi, la clé de tout le texte est dans sa toute dernière phrase. Yip Man écrit noir sur blanc « C'est pourquoi j'organise la Wing Chun Tong Fellowship Association et j'espère que tous les membres de mon clan me soutiendront. » Tout ce qui précède toute cette histoire grandiose de non-révolutionnaires, de jeunes héroïnes, de sociétés secrètes, tout ça sert de justification, de rampe de lancement pour ce projet très concret. L'histoire légitime l'institution. En donnant au Wing Chun des origines si pures, une mission si noble, il donne à son association une raison d'être qui le dépasse lui-même. Ce n'est plus le projet d'Ip Man, c'est la continuation d'une saga vieille de plusieurs siècles. L'histoire est au service de l'organisation. Donc,
Selon vous, toute cette généalogie ne serait qu'un outil de communication. Je continue de penser qu'il croyait à cette histoire, qu'elle faisait partie de ce qu'on lui avait transmis et qu'il a voulu la coucher sur papier pour la protéger de l'oubli. L'association n'était qu'un moyen de réaliser ce projet. Je ne dirais pas un outil de communication, le mot est trop réducteur. Je parlerai d'un acte de construction de communauté. Il ne vend pas un produit, il forge une identité collective. Je ne doute pas de sa sincérité, mais peut-être que pour lui, la vérité de l'histoire importait moins que sa capacité à inspirer et à unir. Il n'agit pas en historien qui vérifie ses sources, il agit en patriarche qui rassemble sa famille autour du feu pour lui raconter l'épopée des ancêtres. En résumé, je reste convaincue que ce manuscrit, avec ses imperfections et ses zones d'ombre, doit être lu comme la source la plus authentique dont nous disposons sur l'histoire du Wing Chun. C'est le témoignage d'une tradition orale que Yip Man, en homme de devoir, a tenté de sauvegarder. C'est sa vérité, transmise de bonne foi. Pour ma part, je dirais que ce texte est une œuvre d'art, non pas l'œuvre d'un chroniqueur, mais celle d'un fondateur de tradition. Ip Man ne fait pas que raconter une histoire, il la sculpte. Il donne à ses élèves un passé dont ils peuvent être fiers, un but qui les dépasse et une légitimité pour l'art qu'il s'apprête à structurer. C'est un acte de création culturelle d'une intelligence remarquable. Au fond, nous sommes d'accord sur un point. Ce document est absolument capital, qu'on le lise comme une chronique ou comme une épopée. Il pose une question fondamentale sur la nature de la transmission dans ces traditions, où s'arrête l'histoire et où commence la légende. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu avec entre moi et l'IA, plutôt l'IA d'ailleurs. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez sur l'histoire, la légende du Wing Chun. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Avez-vous une autre interprétation, une autre analyse que ce que j'ai pu donner? Est-ce que les IA ont pu donner dans cet épisode? Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.